Bonsoir, nous voici de retour pour une interview perspective à MEDEF TV. Nous accueillons ce soir Jean-Luc Alavena du fonds Apollo Management où vous êtes associé. Donc, oui, bonsoir. Bonsoir. Donc rapidement, le fonds Apollo, c'est un fonds qui représente 70 milliards peut-être d'euros et vous êtes l'un des 5 plus gros fonds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous rappeler le rôle que jouent les fonds dans les développements du business des entreprises aujourd'hui? Ça, c'est une question très large. Ils les financent tout simplement. Donc ils jouent un rôle majeur dans un premier temps pour les aider à se financer, à se développer. Notre rôle consiste à investir et à leur donner du capital. Deuxièmement, ils jouent un rôle majeur aussi quand des entreprises ont besoin de vendre des actifs ou d'autres entreprises, puisque nous sommes une contrepartie naturelle quand des investisseurs stratégiques ne peuvent pas racheter ces entités-là. Donc c'est une partie à la fois du poumon des entreprises, parce que c'est ce qui lui donne son carburant, et deuxièmement, c'est ce qui permet aussi d'en constater la valeur et d'une manière générale d'être un élément de ces transactions. C'est donc un acteur économique très important. Alors on a l'impression, donc du côté des entrepreneurs, on voit de temps en temps les fonds comme des prédateurs. Vous êtes là pour accompagner les entrepreneurs vraiment au fond, ou juste pour prendre la substantifique moelle et en tirer le meilleur financièrement parlant? Vous anticipez ma réponse. Nous sommes là pour les aider, pour les financer, et pas du tout pour... je ne veux pas utiliser certains des termes que vous avez utilisés. Il y a une image des fonds qui est évidemment liée à tout un environnement compliqué, quelquefois qui paraît pour certains opaque, parce que tout simplement difficile à comprendre. Ce sont des opérations que nous réalisons qui sont d'une complexité importante. Et puis, d'une manière générale aussi, elles sont pour certaines montants importants. Et c'est ce qui probablement explique de temps en temps cette image des fonds. Dans la réalité, et vous le savez, il y a environ au sein de l'AFIC en France, dont je suis administrateur, 300 fonds qui sont représentés. La très très grande partie de cette profession fait un travail de long terme, d'investissement réel dans les entreprises. Elle acquiert une compétence des secteurs dans lesquels interviennent ces entreprises et elle joue un rôle majeur et extrêmement positif. Il y a d'ailleurs beaucoup d'études qui viennent démontrer ce que je dis là, et en particulier sur la croissance et la rentabilité des entreprises dans lesquelles il y a des fonds qui ont investi par rapport au secteur normal. Ces performances sont supérieures et elles le sont dans le long terme, ce qui montre bien que contrairement à ce qu'on entend de temps en temps, les fonds ne sont pas du tout ni des prédateurs ni des sagouins, mais des développeurs d'entreprises. Alors c'est vrai que vous avez donc participé au rachat ou au sauvetage d'un Péchinet qui s'est transformé donc en Constellium. Vous avez un petit bilan, donc 6 mois après le rachat justement. D'abord, c'est un excellent exemple pour ce qu'on vient d'évoquer de manière un peu générale auparavant. Péchinet, effectivement, devenu Alcan, devenu maintenant Constellium, et comme vous le savez, un groupe important avec une histoire importante en France. C'est toute la transformation de l'aluminium pour 5 grands secteurs stratégiques que sont l'aéronautique, l'automobile, le transport, la construction et l'emballage. Et cette entreprise a subi une évolution de son actionnariat en une dizaine d'années qui l'avait rendu non stratégique auprès de son dernier actionnaire qui était Rio Tinto et qui décide en 2007 d'en annoncer la cession. Et nous nous sommes portés candidats et nous avons fait cette acquisition avec le Fonds stratégique français, le FSI, qui est notre partenaire, ainsi que Rio Tinto qui est resté dans le capital. Je prends cet exemple parce que typiquement un secteur compliqué, cyclique, industriel, dans lequel les investissements doivent être importants et pour lequel peut-être certains n'attendaient pas des fonds d'investissement, qu'ils soient d'ailleurs américains, français ou autres. Ça a permis quand même aussi de remettre sur pied une entreprise autonome basée en France, 10 000 salariés environ, près de 4 milliards de chiffre d'affaires, 22 sites industriels. Vous me direz effectivement si ça correspond à la catégorie 1 ou 2 de ce qu'on évoquait tout à l'heure pour les fonds. Quel est le bilan? Puisque cette opération a été annoncée il y a à peu près un an et signée définitivement en janvier.
L'entreprise est aujourd'hui organisée, elle a son équipe de direction, elle a l'ensemble de sa stratégie, en particulier beaucoup de recherche de développement dans ses principaux secteurs. Elle est en ordre de marche et ses résultats pour les 6 premiers mois étaient au-dessus de ce que nous espérons. Donc, a priori, so far so good, comme disent donc justement, donc les Ecostellium, donc vous parliez à un moment des salariés. Donc comment prennent en général les salariés d'une entreprise lorsqu'un fonds arrive? Je me souviens de cette image, vous avez peut-être été voir ce film au cinéma, il y avait dans quelques mois un patron de fonds qui coupe une entreprise et qui a vraiment une vision très mercantile de l'entreprise. Il y a du travail à faire avec les salariés ou ça se fait donc naturellement? Il y a une conduite et du changement, comme on dit dans le métier du conseil? D'abord, il y a du travail à faire en termes d'image parce qu'effectivement, ce type de film ou de caricature nous porte tort, en tout cas porte tort à notre profession, alors qu'encore une fois, je pense qu'elle est fondamentalement utile. Les salariés ont une inquiétude légitime quand un fonds investit, parce qu'effectivement, ils se demandent quelle est son échéance. Est-ce qu'il est là pour le court terme, le moyen terme, le long terme? Est-ce qu'il va investir ou plutôt couper les coûts? Nous avons eu ces questions. Je dois dire d'ailleurs qu'avec le FSI, nous nous sommes présentés à l'époque spontanément à plusieurs reprises devant les comités d'entreprise et comités de groupe européens pour expliquer la raison pour laquelle on investissait. Dans cette opération-là, ils l'ont très bien accueilli, notamment parce qu'ils voyaient d'un bon œil l'arrivée de nouveaux investisseurs après une période de longue incertitude. Et puis il y a, par l'intermédiaire de l'équipe dirigeante, à la tête se trouve Christelle Bory, donc une femme française qui dirige un grand groupe industriel, et qu'il y a ce dialogue permanent avec eux. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire qu'il y a beaucoup de bons dialogues et de compréhension. Il y a aussi le fait qu'à certaines occasions, on peut revenir nous-mêmes, expliquer aux salariés de l'entreprise comment on a choisi sa stratégie. Et dernier point, à titre symbolique, le 7 avril dernier, le président de la République et un certain nombre de membres du gouvernement étaient à Issoire, près Clermont-Ferrand, dans l'usine qui fabrique notamment des éléments d'ailes d'avion, pour illustrer là-bas la semaine de l'industrie. Et c'est pour nous évidemment à la fois un grand honneur et une satisfaction de voir que les plus hautes autorités de l'État reconnaissent dans ce groupe un futur nouveau champion français et avec des partenaires qui sont à la fois français et étrangers, ce qui à mon avis est la meilleure solution aussi pour développer durablement et à l'étranger des entreprises françaises. Alors Apollo Management, vous êtes un fonds mondial. Comment trouvez-vous le rôle des fonds là, pendant la crise? Est-ce que vous avez joué le rôle jusqu'au bout de soutien des entreprises ou vous pensez que vous avez justement eu cette réserve au bon moment pour bien intervenir à bon moment? Alors, il y a un grand avantage des fonds, et en particulier de la taille d'Apollo, c'est d'avoir des liquidités disponibles et à long terme. Nous avons de la part de nos investisseurs qui sont de 3 grandes catégories, c'est-à-dire de grands fonds de pension, notamment américains, mais pas seulement, des fonds souverains, et puis de grands family office, donc des investisseurs privés. Ces investisseurs s'engagent sur des durées longues, c'est-à-dire de l'ordre d'une dizaine d'années. Ce qui signifie que dans les cycles que nous vivons, et vous avez vu que ces cycles sont de plus en plus courts, nous disposons des liquidités nécessaires, soit pour réinvestir dans les entreprises que nous avons, soit pour saisir des opportunités nouvelles. À la fois d'ailleurs pour racheter du capital, ou quelquefois pour se substituer à ceux qui ont prêté à ces entreprises, et donc où nous rachetons de la dette. Ça signifie que des fonds de notre taille qui ont cette marge de manœuvre peuvent jouer un rôle dans les périodes de croissance comme dans les périodes de récession. Et je pense à nouveau pouvoir dire que c'est dans les deux cas un rôle utile. Dans des périodes de croissance, on accompagne le développement de ces entreprises. Dans les périodes de difficulté, soit nous sommes là pour en sauver un certain nombre et réinjecter du capital, soit pour prêter lorsque des banques ou d'autres organismes ne sont plus prêts à le faire. Et donc aujourd'hui, comment on fait pour attirer du capital en France? C'est un vrai enjeu. Ouais. Et il faut notamment des opérations telles que celles que l'on évoquait pour montrer à l'extérieur qu'on peut investir ici, et en particulier dans l'industrie française, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais il y a beaucoup d'avenir pour un certain nombre d'industries ici. Il y a un problème fondamental, on le connaît tous, c'est le coût du travail. Et vous savez comme moi que beaucoup d'études l'ont démontré encore récemment, en début d'année, avec ces codes, montraient comment la compétitivité française
c'est érodé par rapport à l'Allemagne et les écarts de coûts, ça il faut le contrôler, c'est un handicap. Pour le reste, si vous venez dans une entreprise comme Constellium, visiter un centre de recherche près de Grenoble, à Vorep, si vous visitez les usines et leur organisation et leur productivité, vous voyez bien qu'il y a des forces importantes ici. Donc je pense que pour attirer du capital, il y a premièrement le fait de montrer qu'il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels ces investissements sont rentables. Deuxièmement, il y a le fait de mieux expliquer et quelquefois de corriger le tir pour montrer que dans ce pays, on peut investir avec un environnement juridique, fiscal et de manière générale, un environnement stable. Et foncièrement, aujourd'hui, milieu donc 2011, vous croyez en l'industrie française ? Je viens de vous dire qu'on y croit. Ce secteur n'est pas le seul. Nous avons pendant l'année 2009 fait une autre opération qui est liée à la France, puisque c'est une ancienne branche de Lafarge de matériaux de construction. On garde d'autres dossiers aujourd'hui. Nous y croyons parce que d'une manière générale, ces entreprises ont un vrai savoir-faire, des technologies, de la recherche. Deuxièmement, nous sommes sur ce campus d'HEC. Vous savez que j'y suis particulièrement attaché en tant qu'ancien président à la fois des diplômés d'HEC et de la fondation HEC. Mais ici, on forme chaque année des centaines et des centaines de futurs dirigeants. Et la France, et ce n'est pas la seule école et ce n'est pas le seul campus, il y a de très belles institutions de formation en France, à peu près dans tous les domaines. C'est une très grande force. Oui, mais il faut aussi le faire savoir. HEC est depuis de nombreuses années classé dans les premiers en Europe et dans une petite grappe à l'échelle mondiale, notamment pour son MBA. C'est quelque chose qu'on doit continuer à promouvoir et qu'on doit continuer à développer. Ça veut dire qu'on peut venir chercher ici des entreprises qui ont un savoir-faire, qui ont de vraies équipes dirigeantes et qui ont un potentiel de développement ailleurs. Ce qui fait que pour le métier d'investisseur, je suis basé à Londres, notre pôle en Europe est à Londres, mais après chacun d'entre nous, selon sa connaissance d'un certain nombre de secteurs et de pays, s'occupe des pays correspondants. Nous avons ici, en Europe, la faculté d'identifier des secteurs dans lesquels les entreprises méritent vraiment que l'on vienne y investir. Et Laurence Parisot le disait tout à l'heure, l'Europe peut être forte. Elle a besoin de s'organiser, elle a besoin de corriger un certain nombre de ses difficultés actuelles. Et la France en particulier a beaucoup de secteurs dans lesquels il y a de vraies raisons d'attirer des investisseurs. Il y a quelques minutes, juste à côté, là, nous avions une plénière avec François Baroin. On reproche de temps en temps à nos politiques de fait, de par les élections, donc d'avoir une vision assez courte. Est-ce que vous pensez justement, comme on a pu un peu l'entendre tout à l'heure, que cette vision donc, des politiques et de la politique qui est un peu à court terme peut être en phase avec l'économie qui a besoin d'un peu plus de temps. Par exemple, moi j'ai donc toujours entendu dire que dans l'industrie, par exemple comme donc dans l'aluminium, on a donc des plans sur 15 ans, sur 20 ans, même plus. D'abord, j'ai une grande admiration pour les politiques parce qu'effectivement, ils ont un métier particulièrement complexe. Et j'ai l'impression quelquefois, que ce soit dans les fonctions de dirigeant d'entreprise que j'ai eu auparavant ou dans ce métier d'investisseur, de faire quelque chose de compliqué, mais eux, c'est puissance 10 ou 20. D'une manière générale, la difficulté qu'ils ont, c'est de concilier effectivement des décisions et une gestion de nature politique qui impliquent des échéances relativement courtes, puisque, on le voit très bien en France, l'échéance maximum que l'on peut réellement avoir, c'est 3-4 ans avant d'être juste après ou juste avant une campagne électorale. Ça, c'est un réel handicap, et notamment au moment où effectivement on a un cycle économique qui est beaucoup plus long et où il faut avoir le temps de prendre des décisions. C'est probablement ce qui explique aussi que la gestion des États et le problème des déficits auxquels ils sont confrontés aujourd'hui a été particulièrement difficile à gérer. Je pense que ce qui est en train de se passer est une réelle prise de conscience. Vous le mentionniez tout à l'heure, effectivement le ministre de l'économie en a fait état, mais beaucoup d'autres intervenants dans les différentes tables rondes. On voit très bien que cette prise de conscience est de nature à nous donner un peu d'espoir sur la façon de reprendre cette gestion. Mais encore une fois, dans une entreprise, quand une situation similaire se produit, on sait qu'on peut nommer un dirigeant et une équipe autour pour longtemps, qu'on peut disposer du capital pour investir et restructurer. C'est une des difficultés des principaux pays aujourd'hui, c'est qu'avec le niveau de dette et les difficultés qui se profilent, on n'a pas forcément beaucoup d'argent non plus à allouer à la restructuration. C'est ce qu'ils disent au gouvernement, ils disent qu'effectivement ils ont une marge de manœuvre qui est de plus en plus faible donc par rapport à cette économie. Mais quand même, juste pour avoir un petit mot de la fin,
Vous pensez qu'on va quand même dans le bon sens pour nos entrepreneurs, de donner donc envie à nos entrepreneurs de toujours avoir cette force d'entreprendre, est-ce qu'il y a quand même ce message à leur faire passer en disant nous on est là, nous les fonds on vous suit, on vous accompagne sur du long terme, on vous accompagne pour la croissance, pour donc le développement, et pour faire avancer vos entreprises, où vous vous dites ah là là, attention, là on ne sait pas où on va, si ça se trouve on va aller dans une récession, donc on attend, enfin là aujourd'hui on entend plein de mots qui font un peu peur. Donc la petite conclusion selon vous sur cette perspective. Il faut séparer, il y a 3 aspects à séparer. D'abord, en ce qui concerne les investisseurs, les fonds, il est évident que de toute façon notre métier consiste à investir, à acheter, à développer des entreprises et à créer cette valeur. Donc il n'y a aucune ambiguïté, je pense que tous les entrepreneurs qui sont ici aujourd'hui savent que chacun dans sa catégorie, du capital risque au capital développement, en passant par des grands fonds comme le nôtre, savent que d'une manière générale, ils peuvent frapper à la porte et qu'il y a des candidats pour investir. Ça, c'est le premier point. Eux, dans leur métier, ont de grosses inquiétudes aujourd'hui, et en particulier dans cet environnement très instable, dans lequel pour une entreprise, décider d'investir, décider de développer, décider d'embaucher, c'est devenu extrêmement complexe, parce qu'il faut être extrêmement réactif. Et les contraintes auxquelles ils sont exposés, dans un environnement aussi incertain, ne sont pas de nature à favoriser des prises de risque. D'ailleurs, vous le voyez bien, l'un des problèmes aujourd'hui, c'est cette aversion au risque, et il est logique qu'elle se développe, parce que dans un environnement aussi mouvant, où en plus, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ils se rendent bien compte que le garant ultime, qui peut être un État, est lui-même confronté à des difficultés de même nature, c'est probablement la première fois que c'est aussi criant. Donc je pense que pour leur donner confiance et pour qu'effectivement tous ceux qui viennent ici à l'université du MEDEF et qui cherchent à avoir une vision et à comprendre puissent être rassurés. Il y a d'un côté le fait de dire oui, on peut avoir, je parlais tout à l'heure de carburant, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à investir, ça je pense que c'est assez clair. Eux-mêmes dans leurs activités, je crois qu'il y a un aspect fondamental aussi, c'est d'aller chercher à l'étranger, ce sont les zones de croissance. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais on peut en parler très longtemps aussi. Clair, nous envoyons aujourd'hui, et pas uniquement dans les entreprises dont on a parlé, des tas d'équipes dans des zones nouvelles dans lesquelles on peut espérer une croissance qui reste encore à 2 chiffres, alors qu'ici on sait très bien qu'avec la structure et la maturité de nos États, même des croissances de 1, 2, 3%, parce que là on a revu nos prévisions, donc les croissances à la baisse, là on est à 1,7. Bien entendu, c'est structurel, ça veut dire que ça doit être combiné avec autre chose. Et puis l'État, lui, il a aujourd'hui une tâche difficile parce qu'il doit jouer à la fois son rôle au service de l'économie et accessoirement de ceux qu'il a besoin d'administrer, mais aussi il a sa propre restructuration. Et je crois que le grand enjeu que nous avons dans les prochaines années et que l'on voit très bien dans le thème, et même aussi Be comme Business, c'est de concilier l'aspect macroéconomique où il y a des décisions très difficiles à prendre et puis continuer à alimenter la planète business. Et je sais que l'université du MEDEF a pour vocation de donner quelques voies et de les tracer, donc on va écouter avec grande attention tout ce qui va se dire dans les 2 prochains jours. En tout cas, Jean-Luc Alavena, merci pour ces échanges très intéressants dans Perspective, et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.